Mars est le voisin permanent de la Terre. Il était logique que l'attention accrue de la communauté scientifique soit portée précisément sur lui. Relativement peu d'appareils se sont posés sur sa surface rouillée, mais bien plus que sur les autres planètes du système solaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Phénix, qui n'a passé que 6 mois sur Mars, mais dont la contribution à l'étude de ce corps céleste est assez significative. Alors, commençons par le nom. Pourquoi la sonde porte-t-elle un nom aussi évocateur? Est-ce que l'appareil, comme l'oiseau mythique, a un jour ressuscité de ses cendres? En fait, en 1999, une mission dont l'objectif était d'étudier les régions polaires de Mars a échoué de façon retentissante. Lorsque qu'un autre appareil, le Mars Polar Lander, a été construit, il a ironiquement hérité des défauts de son prédécesseur ainsi que de ses améliorations. Il a également été mis au rebut. Mais plus tard, il a été sorti de l'entrepôt et, sur la base de l'ancien, une nouvelle sonde a été créée. C'est ainsi qu'a eu lieu la renaissance de la station interplanétaire, c'est pourquoi le nom de la sonde martienne Phénix est tout à fait justifié. Le fait que l'appareil n'ait pas été conçu à partir de zéro a déterminé son coût relativement bas de 420 millions de dollars. Qu'est-ce que l'appareil a vu de nouveau et d'inhabituel en atterrissant sur Mars ? Le voyage est une tâche difficile, c'est pourquoi les missions sont souvent accompagnées de difficultés imprévues. Phénix n'a pas été épargné non plus. Tout a commencé avec le lancement qui a été reporté en raison des conditions météorologiques. Le lanceur Delta II a décollé avec 3 jours de retard le 4 août 2007. Le vol s'est déroulé sans complications et le 25 mai 2008, l'appareil a atterri sur Mars, devenant ainsi la 6e sonde à avoir visité sa surface. Lors de l'atterrissage, Phénix a utilisé des parachutes pour ralentir ainsi que ses moteurs. Et malgré tout, la sonde est entrée dans l'atmosphère de la planète à une vitesse folle de plus de 5 km par seconde. Quoi qu'il en soit, l'atterrissage a eu lieu dans la zone prévue au pôle nord de Mars. La trajectoire a été définie avec une telle précision qu'aucune correction n'a été nécessaire pendant le vol. Le moment de l'atterrissage a été capturé par un satellite en orbite. Cette image unique a fait le tour de la Terre en un éclair. Malheureusement, l'atterrissage a été le seul aspect de la mission qui s'est déroulé sans accroc. Pour le reste, Phénix a été accompagné d'une série de problèmes. Juste après l'atterrissage, l'appareil s'est éteint, mais après un certain temps, la connexion a été rétablie. Il s'est avéré que Phénix déployait ses panneaux solaires pendant plusieurs heures. Dès la première session, l'appareil a envoyé des informations sur Terre. Phénix. Douter dans le sol. La mission de la sonde était la suivante. Préciser quel est le climat de l'Arctique martien, déterminer si les régions polaires de la planète rouge sont propices à la vie et observer le processus de fonte des calottes glaciaires. L'appareil a-t-il atteint ses objectifs? Globalement oui, et il a même beaucoup surpris. Revenons au dysfonctionnement. Le deuxième problème, survenu immédiatement après le rétablissement de la communication, a été l'impossibilité de libérer le bras robotique. Le bras métallique de l'appareil a été emballé dans un carénage spécial. Après l'atterrissage, Phénix a cessé de recevoir des commandes de la Terre. En conséquence, il n'a pas pu libérer le bras robotique pendant longtemps. Finalement, le 30 mai, grâce à la coordination avec la sonde orbitale Mars Reconnaissance Orbitée, l'appareil a réussi à le faire. Et il a commencé à tester le module. Voici une photo de la pelle du bras robotique. Phénix a été équipé d'une grande quantité d'instruments utiles. La sonde a été équipée d'un système optique, de plusieurs microscopes, d'un spectromètre avancé et d'une mini-station météorologique. Mais lors d'un test de routine, un court-circuit s'est produit dans l'un des circuits de l'analyseur de gaz, perpétuant la malédiction qui pesait sur cette mission tant éprouvée. Ou bien il n'y avait rien de mystique ici, et c'était simplement un facteur humain ordinaire. L'analyseur de gaz est un instrument clé sur la capsule. Le module se compose de plusieurs fours dans lesquels les échantillons prélevés sont chauffés jusqu'à 1000 degrés Celsius. À partir des gaz obtenus, l'appareil doit extraire les substances organiques nécessaires à la formation de la vie. Mais lorsque le moment est venu de prélever des échantillons, le four de Phénix a refusé d'accepter les modes de sol martien, les jugeant trop grosses. Pendant des heures, la sonde a secoué le bras robotique au-dessus du filtre du four jusqu'à remplir le récipient de fragments de régolithe. Et maintenant, la question principale, Phénix a-t-il trouvé de la vie sur Mars? À notre connaissance, non.
La sonde s'est posée entre 65 et 75 degrés de latitude nord, directement dans le cratère Heimdall de 10 km de diamètre. Pourquoi cet emplacement a-t-il été choisi? La région polaire est la moins étudiée sur Mars. La NASA a publié une carte où les zones en violet s'indiquent les régions avec la plus grande quantité d'hydrogène, l'élément principal de la glace d'eau. Il n'est pas surprenant que ce soit précisément dans ce désert lugubre, où les précipitations ont probablement été enregistrées pour la dernière fois il y a plusieurs millions d'années, que Phoenix, une fois activé, a creusé une tranchée de 5 cm de profondeur et a découvert de la glace sublimée sous le sol. C'est l'une des grandes découvertes de la mission. De plus, l'appareil a réussi à détecter du magnésium, du chlore, du potassium, du sodium et à déterminer l'acidité du régolithe. Elle correspond au niveau terrestre des sols légèrement alcalins. Les sols de l'Arctique martien ressemblent généralement à ceux des vallées sèches de l'Antarctique. Mais le 1er août 2008, un événement encore plus extraordinaire s'est produit. La NASA a annoncé publiquement « La sonde Phoenix a découvert de l'eau dans des échantillons de sol martien ». C'était une véritable percée. William Boynton, un collaborateur de l'Université de l'Arizona, a souligné que, pour la première fois, on pouvait toucher et voir l'eau martienne et non simplement supposer sa présence. Cependant, la découverte suivante a refroidi l'enthousiasme des scientifiques. Des perchlorates ont été trouvés dans le sol martien. Ce sont des sels d'un acide monobasique et toxique pour les êtres vivants terrestres. Que signifie ce fait? Cela implique que des organismes terrestres ont peu de chances d'avoir vécu sur Mars. Mais il est possible que les perchlorates, composants du carburant des fusées, aient été amenés sur la planète par la sonde elle-même. Parallèlement aux recherches, l'appareil transmettait des panoramas des paysages diurnes de Mars. La nuit, Phoenix dormait paisiblement car il fonctionnait à l'énergie des panneaux solaires. Voici par exemple une photo de l'endroit situé sous la coque de la sonde. On suppose que la photo montre de la glace. Une projection panoramique de Mars a aussi été reçue sur Terre. Un terrain rocheux s'étend jusqu'à l'horizon. D'ailleurs, au début, l'appareil utilisait une mémoire flash pour stocker les données. Mais après une panne, lorsque Phoenix a envoyé la même photo 45 000 fois d'affilée sur Terre, la sonde a commencé à transmettre les informations immédiatement après leur réception. Phoenix a également étudié le régolithe martien, examiné pour la première fois avec autant de détails. Mais l'image la plus exceptionnelle de toute la mission a été celle du Soleil, se levant au-dessus de la plaine martienne morte. Mais tout finit un jour. La mission s'est terminée le 2 novembre 2008. À ce moment-là, la Terre n'a plus reçu de signaux de Phoenix. Une tempête de poussière, enregistrée le 11 novembre, a finalement mis l'appareil hors service. En 2010, un satellite de reconnaissance a envoyé une photo de la sonde dans un état déplorable. L'appareil n'a pas survécu à l'hiver martien. L'un de ses panneaux solaires s'est cassé sous le poids de la croûte de glace. Il est devenu évident que la mission ne pouvait pas être reprise. Mais il ne reste pas seulement les débris de Phoenix sur Mars. L'appareil était également équipé d'une anthologie numérique de science-fiction. Le développement, le vol, l'atterrissage et la fin de Phoenix rappellent un thriller de science-fiction, surtout si l'on considère que la simple présence d'engins terrestres sur une autre planète aurait été considérée comme un véritable miracle il y a seulement 100 à 150 ans. On ne sait pas si des pommiers fleuriront un jour sur Mars, mais maintenant nous savons avec certitude qu'il y a de l'eau pour les arroser là-bas. Le temps n'attend personne et n'épargne personne. Les époques se succèdent, les gens meurent et naissent, la technologie tombe en panne, le monde évolue rapidement. Des changements particulièrement sensibles ont commencé à se produire depuis la fin du XXe siècle, et ce, dans tous les domaines de la vie. Le domaine de la cosmonautique a aussi connu d'importantes métamorphoses. Les missions sont devenues plus audacieuses, et les sondes, autrefois primitives, se sont transformées en appareils plus avancés et intelligents. Cependant, cela ne les sauve pas d'une disparition inévitable. Dans cette vidéo, nous allons parler du rover martien Opportunity, que nous appellerons désormais Opportunité. Nous nous rappellerons ce qui a rendu célèbre l'appareil, quelles capacités il a utilisées et ce qu'il a vu sur la planète rouge avant sa disparition. Commençons par un bref historique. Opportunity est l'un des 2 rovers jumeaux envoyés sur Mars dans le cadre de la mission Mars Exploration Rover. Au début, il s'appelait MERB, tandis que son jumeau, qui a atterri de l'autre côté de la planète, s'appelait MERA. Plus tard, les sondes ont été renommées Opportunity et Spirit, respectivement.
Ce dernier a eu beaucoup moins de chance. Il a fonctionné pendant environ 5 ans et a péri, enlisé dans le sol martien avec des roues cassées. Les panneaux solaires, recouverts de poussière, ne lui ont pas permis de survivre à l'hiver martien mortel. En 2009, personne ne se doutait qu'Opportunity connaîtrait un sort similaire, mais 9 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, Merb est devenu le recordman de la durée de séjour sur Mars, détrônant l'ancien champion AMS Viking One. Envie d'en savoir plus sur l'étonnant? Écrivez. Настойчивого зонда НАСА. Тогда À bientôt. Après la perte de l'appareil en 2018, l'agence a en fait rendu publique une carte montrant la distance de 45 km parcourue par Opportunity. Au départ, il était prévu que l'appareil reste sur Mars pendant environ 90 sols, soit 92 jours terrestres. Mais la mission a duré près de 5500 jours. La mission de la sonde était de prouver au monde entier que Mars avait autrefois été pleine de rivières et de mers. Opportunity y est parvenu presque immédiatement. La première photo que la sonde a envoyée était un panorama du cratère Eagle, où elle avait atterri avec succès. Le cratère de 22 mètres a été nommé ainsi parce que, dans l'argot des joueurs de golf, ce mot signifie un coup précis dans le trou. Alors, où se trouvait Opportunity ? Des recherches ultérieures ont montré qu'il avait atterri directement au fond de l'ancien océan martien. C'est ce qu'indique la toute première photo. Si l'on regarde de plus près, on peut voir des dépôts stratifiés, supposément déposés par l'eau et créés par l'érosion. La découverte de la jarosite, un minéral que la sonde a trouvé en forant la roche, constitue également une preuve de la présence d'eau dans le passé martien. Les étranges cavités trouvées dans les roches par l'appareil en témoignent également. Mais la découverte la plus significative en ce qui concerne les preuves d'un passé aquatique de la planète rouge est celle de l'hématite ou encre, comme les scientifiques ont appelé ce minéral. Dans la nature terrestre, des petites sphères rondes jusqu'à 7 mm de diamètre se forment dans les geysers, et le fait qu'Opportunity les ait trouvées sur Mars en dit long. La jarosite, l'hématite et d'autres découvertes laissent clairement entendre. À l'emplacement du vaste plateau de Meridiani, où se trouve également le cratère Eagle, il y avait autrefois un plan d'eau de taille considérable. Vous voulez continuer le voyage martien? S'il vous plaît. Opportunity est arrivé au cratère Endurance, un cratère d'impact de 130 mètres, et il a été décidé de descendre la sonde au fond de celui-ci. Même le risque que l'appareil ne puisse pas ressortir n'a pas arrêté les concepteurs de la mission. Mais les craintes se sont avérées infondées. Tout s'est très bien passé. D'abord, Opportunity a photographié le cratère avec la caméra panoramique. Puis, pendant 6 mois, il a exploré le cratère, y trouvant de plus en plus de preuves qu'il y a très longtemps, Mars était bien plus vaste. Le voyage de la sonde se poursuivait avec une régularité enviable. Mais soudain, en inspectant le bouclier thermique détaché lors de l'atterrissage, Opportunity a découvert quelque chose. Près du bouclier thermique se trouvait une véritable météorite, la première jamais découverte sur une autre planète. Ils l'ont appelée Heat Shield Rock. Après cette découverte marquante, les sols monotones se sont enchaînés, remplis de fouilles dans le sol martien et d'envois des résultats sur Terre. Opportunity a même réussi à rester coincé dans une dune de sable de 30 cm. Sur Terre, le sortir de ce mauvais pas aurait été un jeu d'enfant, mais pas sur Mars. La sonde est restée embourbée pendant 38 sols entiers, incapable de bouger, tandis que les ingénieurs la contrôlaient depuis la Terre. Vous pensez que la mission s'est arrêtée là? Pas du tout. Lorsqu'Opportunity a finalement réussi à sortir du piège, il a mis le cap directement sur le cratère Erebus. Voici comment la sonde l'a vu. Dans ce cratère, l'appareil a tellement travaillé qu'il a eu des soucis avec son bras manipulateur. Finalement, il a été décidé de laisser le bras ouvert pour éviter qu'il ne se bloque. C'est ici aussi que la sonde a été prise dans une tempête de poussière de 3 jours. Mais peu à peu, le vent a soufflé le sable des panneaux et l'appareil a pu continuer à avancer. Que peut-on dire de la mission Opportunity? Elle a été extrêmement fructueuse. Non seulement la sonde a découvert des signes de la présence d'eau sur la planète, mais elle a aussi envoyé un grand nombre de photos de la surface de Mars. Nous savons désormais bien plus sur l'apparence de notre voisin poussiéreux. Voici par exemple le cratère Victoria qu'Opportunity a visité après Erebus. Sur la photo, on distingue clairement une dune située au fond du cratère.
Ici, la sonde a capturé des nuages passant au-dessus de Mars. Ensuite, la planète a plongé dans l'obscurité pendant un mois entier et une épaisse tempête de sable soulevée depuis la surface permettait à peine au rover de maintenir ses fonctions essentielles. Et une fois de plus, la mission s'est retrouvée menacée d'échec. Mais ce n'était qu'un entraînement. Le pire restait à venir. Et enfin, devant les caméras du malheureux Opportunity, est apparu le cratère Endeavour, un immense gouffre de 22 km de diamètre. Le travail continuait. La sonde étudiait les vents de Mars qui, comme par hasard, s'étaient déchaînés sérieusement, déplaçant et usant les pierres. Il a réussi à découvrir une veine de gypse. Grâce à ses yeux, les terriens ont vu Greely Haven, le passage de Phobos devant le disque solaire et la colline de Matievich, découverte pour la première fois par le rover martien. À l'été 2013, Opportunity s'est approché du mont Solander, où il prévoyait de passer son 6e hiver sur Mars. Après s'être réveillé, l'appareil a partiellement étudié la vallée du Marathon et la vallée de la Persévérance d'origine inconnue. Et c'est tout ce que la sonde a eu le temps de faire, car en 2018, Mars a été frappé par une tempête de poussière à l'échelle planétaire. Un ouragan de la taille de l'Amérique du Nord a enveloppé la planète d'un voile de poussière pendant de nombreux mois, couvrant 99% de la surface et bloquant l'accès à la lumière du Soleil. Cette tempête a marqué le début de la fin du légendaire rover martien. Mais qu'est-ce que la sonde a vu en dernier? La NASA a publié la dernière photo d'adieu du rover martien. C'est le bord ouest du cratère Endeavour, le long duquel Opportunity a circulé pendant plusieurs années, tout en étudiant les sites situés à proximité. Les tentatives de réanimer le rover martien n'ont rien donné. L'appareil s'est tué à jamais. 7 mois plus tard, les spécialistes de la NASA, après avoir envoyé en vain la dernière commande à la sonde, ont officiellement annoncé il s'était montré exemplaire, resté 15 ans sur Mars, apportant une contribution inestimable à la science. Regardons la sonde qui s'est installée à jamais sur la planète qui l'a détruite. Au fil des années, le rover martien est devenu familier pour beaucoup. Ainsi, après la perte d'Opportunity, scientifiques et passionnés ont été attristés par la disparition de l'appareil sur ce corps céleste lointain. Mais la préparation des missions vers Mars se poursuit. Et, peut-être, bientôt des hommes marcheront à la surface de la planète rouge. À ce stade, l'humanité ressemble à des enfants turbulents qui découvrent soudainement les conséquences de leurs bêtises. Nous avons empoisonné l'atmosphère terrestre et les cours d'eau. Nous avons asséché ou inversé le cours de nombreuses rivières. Nous avons couvert des millions de kilomètres carrés de terres tôt fertiles d'installations industrielles. Nous avons exterminé des espèces animales et d'oiseaux entières. Nous avons détruit les forêts. Conscients de notre erreur, nous cherchons maintenant un nouveau foyer. Pourquoi? Pour lui faire subir le même sort qu'à la Terre? Si on met de côté la rhétorique, la situation est vraiment peu réjouissante. Donc, de toute façon, il faudra qu'on déménage. Les raisons peuvent ne pas se limiter au changement climatique ou au manque de ressources. Il existe aussi des menaces extérieures. Par exemple, une attaque d'astéroïdes ou la mort du Soleil. Quoi qu'il en soit, les scientifiques cherchent activement des planètes où les terriens pourraient s'installer sans difficulté. Bien sûr, la plus grande tentation serait de trouver une solution toute prête, de créer une exoplanète dans notre voisinage immédiat avec des conditions idéales pour la vie. Mais les recherches menées avec le télescope Kepler montrent que, dans un avenir proche, cela reste une utopie. Par conséquent, la seule solution acceptable qui reste est la terraformation de l'une des planètes du système solaire. Par exemple, Mars. Que signifie ce terme? En bref, la terraformation est un processus long et systématique visant à transformer un corps céleste mort en un lieu habitable. La planète rouge, souvent présentée comme ayant autrefois abrité la vie, pourrait devenir le terrain d'essai d'une vie future. Mais pour cela, il faudra fournir des efforts titanesques. La colonisation et la terraformation de Mars représentent une véritable percée technologique. Mais comment y parvenir? La planète rouge ressemble à la Terre, mais elle présente tout de même de nombreux obstacles à la réalisation de cette tâche globale. Laissons de côté les questions d'éthique telles que le déplacement potentiel des formes de vie locales et leur remplacement par celles de la Terre, et concentrons-nous sur des problèmes plus concrets. L'homme qui pose le pied sur Mars fait face à des défis concrets,
Ne pas suffoquer, ne pas geler et ne pas mourir du rayonnement cosmique. C'est pourquoi les premiers colons devront construire des bunkers fiables, équipés d'un système de survie, et ne pas essayer de les quitter sans combinaison spatiale. Mais nous reviendrons plus tard aux futurs colons. Pour l'instant, voyons ce qui nous empêche de transformer Mars en une seconde Terre. Une atmosphère extrêmement fine. Elle est trop ténue, c'est pourquoi la planète est actuellement totalement inhabitable. Par exemple, tout le monde sait que l'eau est la base de la vie. Donc, si vous versez un verre d'eau sur Mars aujourd'hui, une partie s'évaporera et l'autre gèlera. Comment alors créer des conditions pour retenir un liquide à la surface? Il faut rendre l'atmosphère plus épaisse et plus dense. D'ailleurs, cela aidera aussi à rendre le climat plus chaud. On sait que les calottes polaires martiennes contiennent une certaine quantité de dioxyde de carbone, mais il y en a extrêmement peu pour des transformations globales. Que comptent donc entreprendre les théoriciens? Il s'avère que le CO2 se trouve aussi dans le régolithe, le sol de Mars. Sa sublimation aiderait à augmenter la température de la planète et à rendre l'atmosphère plus dense. Dans ce cas, la pression à la surface se rapprocherait de celle qu'on trouve au sommet de l'Everest, et les colons n'auraient donc plus besoin de porter des combinaisons spatiales encombrantes. Des masques à oxygène ordinaire suffiraient pour survivre. Ce n'est pas tout. Les méthodes alternatives pour modifier l'atmosphère, la température et la pression sur Mars sont encore plus originales. Certains astrophysiciens proposent de faire s'écraser sur Mars plusieurs cométoïdes ou astéroïdes riches en ammoniac. À la suite de l'impact, une énergie considérable se libère, se transformant en source de chaleur. Le gaz libéré enrichira l'atmosphère extraterrestre en azote. Il convient de rappeler que le mélange que nous respirons actuellement est composé à 78% d'azote. Un froid inhumain. Pour réchauffer la planète rouge, en plus des options déjà mentionnées, des solutions encore plus ambitieuses sont proposées. Par exemple, l'utilisation d'une voile solaire et d'immenses miroirs. Ils prévoient de les placer en orbite autour de Mars afin d'augmenter l'insolation de la planète et de réchauffer la surface de cet astre. De cette façon, on peut aussi faire d'une pierre deux coups. Libérer le dioxyde de carbone gelé des calottes polaires martiennes. Par conséquent, après un certain temps, dans des conditions d'atmosphère plus dense, de pression et de température accrues, certaines plantes pourraient survivre sur la planète rouge. La biosphère, en libérant de l'oxygène et en absorbant le dioxyde de carbone, transformerait progressivement Mars en un monde habitable. Quant à l'explosion nucléaire au-dessus de la surface de la planète, mentionnée par l'infatigable Elon Musk, elle n'aiderait certainement pas à la terraformation. Les scientifiques affirment que même si l'on faisait exploser tout le potentiel nucléaire de la Terre, on n'obtiendrait pas le résultat escompté. Энергия, полученная в результате, будет равна количеству солнечной, поглощаемой Марсом за час. Faible gravité et danger radiatif. Ce sont les obstacles les plus difficiles à surmonter. La gravité de Mars représente 38% de celle de la Terre, ce qui aura forcément un impact sur les futurs colons et ne permettra même pas à une atmosphère artificiellement générée de rester longtemps autour de la planète. Pour lutter contre l'évaporation de l'atmosphère, les scientifiques du projet MAVEN, dont Michael Chaffin, proposent de construire sur Mars des usines de production de supergaz à effet de serre. Les substances mentionnées ne détruiront pas la fine couche d'ozone de la planète et ne représenteront pas de menace toxique pour les futurs colons. Mais l'accumulation progressive de ces gaz contribuera à densifier l'atmosphère et à réchauffer le climat. Par la suite, les plantes achèveraient le processus de terraformation et, en quelques milliers d'années, transformeraient Mars. Quant à la menace radioactive, elle était bien réelle même si la planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Et encore une fois, tout cela est dû à la minceur de la couche atmosphérique et à l'absence de magnétosphère qui ne permet pas de protéger l'astre contre le rayonnement intense. Hélas, pour ce problème, les technologies modernes sont impuissantes. La science ne dispose pas encore d'une stratégie pour renforcer le champ magnétique à l'échelle planétaire. De ce qui précède, on peut conclure que la sublimation efficace du CO2 est la clé de la terraformation, car ce processus permet d'optimiser plusieurs facteurs essentiels à l'habitabilité de la planète. Mais il ne faut pas en faire trop avec l'effet de serre.
Sinon, au lieu d'obtenir une Terre, on risque d'obtenir une Vénus avec sa pression et sa température monstrueuse, idéale pour faire fondre le plomb. Et la dernière question, où est-ce le plus pratique? Où est-il plus pratique d'installer une colonie martienne? En effet, nous devrons d'abord apprendre à vivre sur la planète dans son état actuel. Un lieu précis n'a pas encore été choisi, mais dès 2020, il est prévu d'envoyer un vaisseau d'exploration sur la planète rouge, qui diffusera en continu depuis la surface de Mars. Les données recueillies seront ensuite utilisées pour la conception des missions habitées. En tenant compte de l'ensemble des théories et des faits, il est important de comprendre que Vénus, Mars et la Terre sont essentiellement des blocs rocheux équivalents dont le climat pourrait éventuellement être modifié à long terme, ce qui signifie que ces corps célestes pourraient être terraformés. Malheureusement, pour l'instant, cela reste théorique. En réalité, c'est bien plus complexe. Réfléchissez, peut-être avez-vous des méthodes uniques de terraformation de Mars ou des idées extraordinaires pour sa colonisation. Ne bridez pas votre imagination car des découvertes majeures se produisent toujours. La chaîne Hubble compte sur vos mentions j'aime et vous invite à suivre les mises à jour pour ne rien manquer des sujets les plus intéressants.